Il existe des lieux qui semblent hors du temps, étrangers dans leur propre paysage, comme un rêve qui aurait pris forme en plein jour. Ici, au-dessus du cours ancien et immuable du Danube, trône un tel lieu. Un temple que l'on s'attendrait à voir sur les côtes de la Grèce, et non ici, au cœur de la Bavière. C'est le Walhalla. Au cours des 13 prochaines minutes, nous embarquons pour un voyage. Ce n'est pas seulement un vol dans les airs, mais un voyage à travers le temps. Nous n'allons pas simplement regarder la façade de ce monument, nous allons apprendre à la lire. Nous allons sonder la vision d'un roi, le génie d'un architecte et l'âme d'une époque. Rejoignez-nous alors que notre drone s'approche de cette énigme de pierre et dévoile son histoire, une histoire de guerre et de paix, d'éveil national et du pouvoir immortel de l'art. Pour comprendre cet édifice, nous devons retourner au début du XIXe siècle. C'était une époque de fragmentation pour les terres allemandes. Les armées de Napoléon avaient balayé l'Europe, détruisant les ordres anciens et créant de nouvelles dépendances. Le Saint-Empire romain germanique s'était effondré. De nombreux États allemands étaient enchaînés à la France au sein de la Confédération du Rhin. C'était une ère d'humiliation. Au milieu de cette impuissance politique, un jeune homme conçut une idée audacieuse. Le prince héritier de Bavière, Louis, futur roi Louis Ier. C'était un ardent patriote, mais aussi un passionné d'art. Il comprit qu'une nation ne se compose pas seulement de territoires et d'armées, mais d'une culture commune, d'une langue commune et de héros communs. Dès 1807, à l'âge de 20 ans, il décida de créer un lieu dédié à cet héritage commun. Un panthéon, non seulement pour les Bavarois, non seulement pour les Prussiens, mais pour toutes les personnalités exceptionnelles de langue tudesque. C'était un concept révolutionnaire. Il incluait les Autrichiens, les Suisses, les Néerlandais, tous ceux qui étaient liés par la langue et la culture allemande. Le Walhalla devait devenir une patrie spirituelle de marbre, un symbole d'unité bien avant l'existence d'un État-nation allemand. La vision de Louis avait besoin d'un architecte capable de la traduire en réalité. Il le trouva en la personne de Léo von Clance, son architecte de cour et âme sœur artistique. Clance et Louis partageaient une profonde vénération pour l'Antiquité grecque. Pourquoi un temple grec? Parce que la Grèce classique était considérée comme le berceau de l'art, de la science et de la démocratie en Europe. En choisissant le néoclassicisme, Louis voulait tracer une ligne directe de l'épanouissement intellectuel d'Athènes à l'esprit naissant des Allemands. Le modèle indubitable était le temple le plus parfait de l'Antiquité, le Parthénon sur l'Acropole. Clance étudia ses proportions méticuleusement. Le Walhalla est une copie presque exacte dans ses dimensions extérieures. 52 colonnes massives et cannelées de style dorique soutiennent l'entablement. Elles dégagent un calme et une dignité inébranlables. La construction elle-même, qui débuta en 1130, fut un chef-d'œuvre de logistique et de technique pour son époque. Le marbre pour le revêtement extérieur venait de Carrare en Italie, tandis que le calcaire pour le noyau et les escaliers provenaient des carrières voisines de Quellem. Les blocs de plusieurs tonnes devaient être transportés par bateau sur le Danube, puis hissés sur la pente abrupte. Pendant plus d'une décennie, des centaines d'artisans, de tailleurs de pierre et d'artistes travaillèrent sur ce grand projet national. Le 18 octobre 1842, jour anniversaire de la bataille des Nations à Leipzig, le Walhalla fut inauguré solennellement.
Chaque détail de cet édifice nous parle. Le voyage commence au pied de l'imposant soubassement. 358 marches montent depuis la rive. Ce n'est pas un chemin facile, c'est une ascension cérémonielle qui élève le visiteur hors du quotidien et le prépare à la solennité du lieu. Alors que notre drone plane maintenant au niveau de la colonnade, nous observons les frontons, ces gables triangulaires au-dessus de l'entrée. Ce sont les œuvres sculpturales les plus impressionnantes de l'extérieur. Le fronton sud, qui domine le Danube, représente la bataille de la forêt de Teutobourg en l'an 9 de notre ère. Nous y voyons Arminius, le chef des Chérusques, menant les tribus germaniques à la victoire sur les légions romaines. C'est le mythe fondateur de l'indépendance et de la force allemande. Du côté nord, face à la terre, cette histoire trouve son pendant moderne. Ce fronton dépeint la renaissance de la Germanie après les guerres de libération contre Napoléon, symbolisée par la fondation de la Confédération germanique en 1815. Les États allemands s'y donnent la main, unis sous la protection de la figure centrale de Germania. C'est le message de Louis gravé dans la pierre, de l'unité antique dans la bataille à l'unité moderne dans la paix. Et tandis que nous glissons doucement le long du bâtiment, nous reconnaissons la frise qui l'entoure, juste sous le toit. En d'innombrables reliefs, elle raconte l'histoire primitive et ancienne des peuples germaniques, de la mythologie aux premières tribus. L'extérieur tout entier est un livre d'histoire unique, fait de marbre. Mais pourquoi le nom Walhalla? Il provient de la mythologie nordique. Dans l'Edda, le Valhalla est la halle d'Odin, où les Valkyries amènent les plus glorieux guerriers tombés au combat, les Enerjar. Louis Ier a délibérément repris ce mythe païen, mais il l'a réinterprété et transformé pour ses propres desseins. Son Walhalla ne devait pas être une halle pour les guerriers, mais pour les géants de l'esprit. Pour les poètes, les compositeurs, les scientifiques, les artistes et les souverains sages. Il a créé une version humaniste, une version éclairée du mythe. La gloire ne devait plus être gagnée uniquement sur le champ de bataille, mais dans la salle de concert, l'atelier d'artistes et le cabinet d'études. Et son emplacement à cet endroit précis n'est pas un hasard. Le Danube n'est pas un fleuve anodin. C'est un fleuve du destin européen. Celtes, Romains, tribus germaniques, tous ont longé ses rives. Il relie l'ouest et l'est, servant à la fois de route commerciale et de frontière. En érigeant son panthéon ici, sur l'un des points les plus proéminents au-dessus du fleuve, Louis l'a placé dans le grand contexte de l'histoire européenne. Il devait être un phare, visible de loin pour les voyageurs sur cette ancienne voie culturelle. Alors, qu'est-ce que le Walhalla aujourd'hui? Sa mission politique originelle, celle d'alimenter l'unification de l'Allemagne, s'est accomplie avec la fondation de l'Empire en 1871. Ce n'est plus un appel politique. C'est devenu autre chose. C'est une œuvre d'art à couper le souffle, un chef-d'œuvre du néoclassicisme. C'est un document historique qui nous parle des rêves et des aspirations du XIXe siècle. Et c'est un lieu de contemplation qui nous invite à réfléchir sur la fugacité de l'individu et la permanence des grandes idées. Alors que le soleil se couche lentement, baignant le marbre d'une lumière chaude, nous disons adieu à ce rêve de pierre. Un monument qui pose des questions et inspire l'admiration. Un gardien intemporel veillant sur le fleuve du temps.